Sam, bienvenue. Merci. Comment ça va? Bah écoute, ça va. Toi, ça va toujours. C'est le mois d'août, il fait beau, on est content. Je voulais te faire venir aujourd'hui discuter un petit peu avec toi parce que tu as un parcours entrepreneurial qui est intéressant. Tu as monté tout un tas de boîtes très tôt avec une certaine façon de penser. Et donc, j'avais envie que tu viennes nous parler de ça un petit peu aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, parce que forcément dans mon audience, les gens ne te connaissent pas, tu peux nous un peu te présenter, nous expliquer ton parcours, ce que tu as fait et ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, certains privilégiés qui me connaissent déjà, ceux Ah qui oui. viennent aux événements, ceux qui vont bon week-end, les week-ends Coleman Publishing. Alors moi je m'appelle Sam et j'ai actuellement une boîte qui fait de l'événementiel, donc principalement de la location de photobooths, de la régie d'espace marque, voire de l'accompagnement à l'année sur la stratégie événementielle des entreprises, donc directeur événementiel as a service, donc quand les entreprises en ont besoin, et c'est vraiment les accompagner aussi bien sur de la stratégie que sur de l'opérationnel. Ce que tu as fait d'ailleurs avec nous depuis à peu près 1 an en organisant les événements Coleman Publishing, parce que moi, l'événementiel, ça me fait faire une attaque de panique. Et pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, si tu veux, parce que l'événementiel, on aura l'occasion d'en parler, parce que c'est un métier vraiment très différent des métiers de service autres, finalement, on travaille avec des clients. Mais surtout, ta première boîte, c'était à 18 ans. Qu'est-ce que c'était? Alors, le tout premier truc que j'avais fait, c'était le statut d'auto-entrepreneur venait d'être créé, et j'avais créé une boîte où je faisais de l'accompagnement en web marketing. J'accompagnais les clients sur leur stratégie web marketing, et j'ai toujours plus ou moins baigné un peu dans tout ça. Même aujourd'hui, quand tu regardes ce que je fais dans l'événementiel, il y a toujours une petite partie événementielle, une partie digitale et une partie communication. Et j'avais vraiment commencé avec une partie très communication, marketing et digital. Non, parce qu'à l'époque, c'était différent. WordPress venait d'arriver. Le seul moyen de capturer des emails à l'époque, il me semble que c'était Aweber. Aweber, il fallait coder dans le CSS, dans le machin. C'était un enfer. On mettait 3 heures à l'installer. C'était pas du drag and drop comme aujourd'hui. Donc, toi, tu venais chez des entrepreneurs, leur installer leur système web marketing. Ouais, on travaillait sur des trucs où à l'époque, des choses qui sont des réflexes aujourd'hui n'étaient pas forcément à l'époque, faire qu'il y ait un taux de conversion sur ta page, pas juste raconter ta vie, mais commencer à capter des emails, proposer quelque chose en cadeau en échange d'un email, donc accès à un contenu, et travailler sur toutes ces petites choses-là qui aujourd'hui se paraissent logiques pour tout le monde, mais à l'époque, on en était encore au tout début, et ouais, comme tu le dis, des choses toutes simples. Aujourd'hui, quand tu vas installer ton site web, quand tu achètes ton nom de domaine, tu cliques sur un bouton, il y a directement ton WordPress et tout qui est installé. À l'époque, il fallait un logiciel FTP, prendre des fichiers, les balancer dessus, etc. Et c'est vrai que c'était... limite, je regrette un peu, parce que c'est un peu, des fois, trop simple aujourd'hui, et voir, je suis limite plus perdu aujourd'hui, vu que j'ai vachement moins l'habitude de mettre les doigts dedans, quoi. Et à l'époque, quand on faisait une mauvaise mise à jour sur un mauvais plugin, tu pouvais down le site en 4 secondes. Et après, il fallait que des mecs comme moi t'appellent pour te dire, Sam, le site, il est cassé, il faut réparer. Ouais, non, c'était assez marrant. C'était pas mal comme période, et c'était hyper intéressant de voir l'évolution qu'il y a eu, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est vachement plus simple, et c'est presque, je trouve que c'est même presque perturbant, quoi, à quel point c'est simple de faire des choses, quoi. Mais encore pire, maintenant avec l'IA, tu cliques sur un bouton, tu dis je suis dans le domaine du coaching, ce qui m'intéresse c'est la perte de poids, ma couleur préférée c'est le jaune, et l'IA te pond un site, limite te l'implémente. Tu veux faire un post sur les réseaux sociaux, tu lui demandes, tiens, c'est quoi les hashtags que je dois utiliser? À l'époque, on devait tout improviser à la main, avec du bon sens, et c'est vrai qu'à cette époque-là, Internet, de manière générale, et on parle de 2010-2012 à peu près, c'est ça, hein, c'était vraiment beaucoup plus un truc de technicien, et je me souviens de l'arrivée du métier de growth hacker à l'époque. Aujourd'hui, les métiers du growth, tout le monde connaît, c'est normal, etc. À l'époque, c'était quand même quelqu'un qui avait 50% de ses compétences à coder et 50% en marketing. Alors qu'aujourd'hui, finalement, t'as presque ChatGPT qui code à ta place. Le métier a complètement changé, quoi. Ça n'a plus rien à voir. C'est vrai que c'est totalement différent, mais les bases restent là. Toute cette logique reste là. C'est rien que dans le référencement, toutes ces choses-là, c'est toujours pareil. Il faut ramener de la valeur. Faut juste pas essayer en gros, de faire de la merde et de juste essayer de hacker les algorithmes. Ça va un certain temps, mais sur les stratégies long terme, c'est pas toujours le plus viable, quoi.
C'est intéressant de voir que les usages ont radicalement changé, les outils ont radicalement changé, et que pourtant le bon sens qui reste au centre de tout ça, c'est toujours le même. C'est essayer de ne pas hacker les algorithmes, essayer d'apporter un maximum de valeur à l'utilisateur. C'est ça qui marchait à l'époque, c'est toujours ça qui marche aujourd'hui. On en parlait encore hier par rapport à YouTube, où ce qui intéresse YouTube, c'est tiens, combien de temps les personnes vont regarder la vidéo, est-ce que les personnes vont la regarder, et c'est tout le temps pareil, il faut faire quelque chose qui va plaire aux personnes, ramener de la valeur, etc. C'est ce que je fais aujourd'hui dans l'événementiel, et c'est tout le temps la même chose. Il y a énormément d'entrepreneurs qui cherchent systématiquement le raccourci. Comment est-ce que je peux hacker la vente? Comment est-ce que je peux hacker mon chiffre d'affaires? Comment est-ce que je peux augmenter mes prix? Et en fait, mais dans tous les métiers que j'ai croisés, tous les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, le truc qui reste systématiquement au centre, c'est l'utilisateur final, en fait, le client, et de dire si tu lui apportes un maximum de valeur et si tu résous ses problèmes, tout le reste va se mettre en place autour naturellement. Oui, et puis et après, moi, tu me connais, j'ai pas du tout cette logique d'aller très vite. Moi, je suis plus la logique vieux diesel, tu prends ton temps, tu vas doucement, mais par contre, une fois que la locomotive elle est lancée, ça l'arrête pas. Et je préfère aller justement doucement sur de bonnes bases, tu construis, tu avances, mais ce qui est construit, c'est quelque chose où les fondations sont bien solides, sont saines, ça continue d'avancer, ça se casse pas la gueule au premier coup de vent. Qu'est-ce qui fait que tout le monde va aller très 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 vite et brûler les étapes aujourd'hui d'après toi? C'est l'argent facile, c'est le côté que tu vois sur les réseaux sociaux de ah tiens, c'est génial, du jour au lendemain, je suis devenu millionnaire, etc. Sauf que ça marche pas, tu montes très vite, et quand tu montes trop vite, tu es sur des bases qui sont totalement pourries, ça peut baisser d'autant plus vite que tu es monté, quoi. Donc autant aller doucement, et tu le vois sur un site, tu génères en 48 heures un site avec je ne sais combien de contenu que tu essaies de référencer, de machin, vs quelque chose qui t'a pris des années où tu l'as correctement construit, ton site qui a pris quelques années, il durera beaucoup plus longtemps. Ton image de marque, c'est pareil, etc. It took me 10 years to become an overnight success. Oui, c'est des trucs, truc qui n'a rien à voir, tu travailles ton réseau, tu vas le travailler pendant plusieurs années. Si tu as un certain réseau, que tu as développé une relation de confiance avec des personnes, peu importe ce que tu fais, tu te donnes à fond, tu fais de ton mieux et tu auras toujours du travail. Plutôt que de venir de nulle part et à un moment donné, tu fais en sorte d'être connu par tout le monde, mais tu n'as pas vraiment de référence, personne ne sait comment tu bosses, ça monte et ça rebaisse très vite. Alors que si tu travailles vraiment sur des stratégies long terme en mode diesel, c'est vachement mieux. Je suis d'accord. Après avoir accompagné donc des gens dans le web marketing, tu as lancé une autre boîte. Ouais, en même temps que je faisais ça, j'étais en fac d'éco. Et alors, ce qui était un peu moins sympa en fac d'éco, c'est qu'il y avait pas mal de mecs, il y avait moins de nanas, et on s'était dit, tiens, ça serait quand même sympa d'avoir une appli où on peut retrouver toutes les soirées qui ont lieu un peu partout, parce que quand j'ai débarqué sur Strasbourg, je n'avais pas forcément les infos de ce qui se passe, etc. Et du coup, avec des potes, on avait lancé une appli qui te référençait toutes les soirées qui avaient lieu autour de toi avec une notion de géologue. Donc à l'époque, c'était nouveau d'avoir une appli qui te met la soirée de la plus proche à la plus éloignée. Et ouais, on a lancé ça sur iPhone, Android. On avait à peu près 1000 nouvelles soirées chaque semaine. On avait une bonne base de données. C'était assez marrant. C'était un peu le projet fun que tu fais quand tu te rapproches de la vingtaine, où tu fais des machins, tu t'amuses, tu fais tes conneries. T'as un peu pas forcément assez pensé au business model, mais t'apprends plein de trucs. Et je vois des personnes que j'ai pu rencontrer en faisant ça ou du réseau, que j'ai pu me créer des compétences, m'ont servi plus tard par la suite. Donc c'est clairement jamais perdu, quoi. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même connerie, quoi. Parce que premièrement, aujourd'hui, ça me sert encore, et parce qu'on s'est éclaté, mais comme des enfants, quoi. Et ça a pas très bien fini au niveau du nom de marque. Non, c'est vrai qu'on s'était fait embêter à un moment donné par une grosse multinationale par rapport à la marque. C'était une boîte qui faisait un peu de la rétention de marque, donc qui s'attribuait des marques qui ne sont pas censées leur appartenir. Mais pareil, t'es à 19 ans, c'est ma marque, c'est mon bébé, complètement cramé. Tu reçois le courrier d'une marque qui dit non, elle est à nous. C'est en mode rien à foutre, quitte à y cramer toutes nos économies. On crame toutes nos économies en frais d'avocat, et puis on garde la marque, quoi. Puis on l'avait gardée, du coup on est content, quoi. Ça fait quoi à 19 ans quand tu reçois un courrier d'une multinationale qui remet en question ton marque et qui te menace de poursuites juridiques? Je pense qu'on avait l'esprit tellement cramé. Je pense qu'aujourd'hui encore, qu'il y a des trucs comme ça, tu nous fais chier, on est en mode rien à foutre, on est au poker, all-in, et puis ça passe ou ça casse, quoi. L'entrepreneuriat à l'ancienne, quoi. Ah ouais, non, c'est ça, c'est des machins où, tu sais, il y avait limite un côté comme si on s'en prenait à ton ego. Et du coup, je vois tout à fait. en plus, on avait fait des lunettes avec le nom de marque dessus qu'on mettait un peu partout. On était tout contents de nos lunettes. On était ah non, c'est mort, on vient en plus, c'était les débuts d'Alibaba. Donc, on avait acheté pour 1000 balles de lunettes sur Alibaba, mais pour nous, c'était énorme à l'époque. Ils sont en mode, ah non, on vient de lâcher 1000 balles en lunettes, c'est hors de question qu'on perde ses sous. Finalement, on a cramé 10 fois plus en frais d'avocat. Mais voilà.
La boîte d'après? Après, j'avais fait... il a fallu faire un pivot parce qu'à un moment donné, c'était bien sympa de s'amuser là-dessus, mais il fallait faire autre chose. Je m'étais associé avec une personne qui avait notamment des compétences en développement. Du coup, on a fait un pivot, on s'est mis à développer des applications mobiles et surtout des web apps pour des boîtes. Donc c'était hyper intéressant. Le deal, ce qui nous intéressait, c'était tiens, on rencontre une entreprise, on regarde comment ça se passe dans la boîte et on regarde où est-ce que le digital et comment est-ce que le digital peut leur ramener de la valeur. Sur quelle partie de l'entreprise, et là tu peux faire des trucs hyper sympas, quoi. L'idée c'était pas juste d'aller les voir, de leur vendre un site joli beau qui sert pas à grand chose, mais tiens, où est-ce qu'on peut automatiser un process, où est-ce qu'on peut vous ramener de la valeur. Et en même temps, je m'étais associé sur une autre boîte avec un créa où là on faisait de la com pure, donc ça pouvait être aussi bien du logo que des fly, que des petits visuels dans le but de choper de la viralité sur les réseaux sociaux. Ça, pareil, c'était encore assez neuf. Et on avait fait notamment, quand il y avait la Coupe du Monde, on créait des petits visuels qui annonçaient les matchs, qui annonçaient les résultats, qui étaient repris avec plusieurs millions de partages. Donc c'était assez marrant, quoi. Et c'était, comme dit, c'était assez cool d'avoir à la fois bossé vraiment sur de la com pure, à la fois sur du digital. Et encore une fois, c'est des choses où, là, pour une fois, on s'est mis à gagner de l'argent dans la boîte par rapport à la boîte d'avant où on gagnait pas grand-chose. Et surtout, ça a permis vraiment de comprendre comment marchent les métiers. Et parce que, la première fois que je suis allé voir un client avec cette boîte de communication, il fallait que je vende un logo. J'avais aucune idée de comment vendre ça. Je savais pas ce qu'était un brief créa ni rien. Et j'ai vraiment tout appris sur le tas, quoi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ne serait-ce que si maintenant j'ai besoin de faire appel à quelqu'un pour acheter un logo ou je ne sais quoi, je sais comment ça marche et je vois tout de suite si la personne elle sait de quoi elle me parle, qu'elle est perdue, etc. C'est quoi les erreurs à pas faire quand on veut recruter une boîte de com, que ce soit pour faire un site internet, faire un logo, faire des créas, etc. Est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous partager, des erreurs à ne pas faire, toi qui étais de l'autre côté? Une des erreurs, notamment, c'est de cramer tout ton budget. C'est l'exemple que je donnais toujours, c'était tu te crées ta boutique, tu as cramé tout ton budget pour créer la boutique, mais tu n'as plus du coup de budget pour faire venir du monde dans la boutique, pour convertir ces personnes, pour l'animer, etc. Et souvent, les personnes vont prendre tout leur budget pour se créer éventuellement des flyers, pour se créer un site internet. Et une fois qu'ils ont tout, il n'y a plus de budget pour faire d'acquisition clients, pour travailler l'animation de la communauté, faire des choses sur les réseaux sociaux, etc. Donc déjà, c'est aussi ça, c'est penser de manière intelligente son budget. Ne pas tout cramer. Après aussi, c'est d'avoir éventuellement différentes personnes. Si tu vas voir quelqu'un qui va être des fois un peu trop dans le marketing, trop dans le créatif, il va te faire un truc joli, mais ça va se casser la gueule. Si tu vas voir des fois un développeur un peu trop tech, il va te faire un bunker, ça va être solide, mais c'est pas sexy du tout. Donc c'est de trouver un peu le juste milieu dans tout ça, quoi. Mais surtout, c'est surtout l'erreur que font souvent les personnes. C'est assez génial, j'ai fait un site internet, mais j'ai dépensé tous mes sous, mais maintenant il n'y a pas de trafic, c'est vraiment de la merde. Ouais, mais c'est pas de la merde, c'est juste que t'as une boutique et maintenant il faut faire venir du monde dans ta boutique. C'est pour ça d'ailleurs que je recommande toujours aux coachs et professions assimilées, donc thérapeutes, profession de l'accompagnement de manière générale ou du service, c'est oublier le site internet au début, surtout faites pas de flyers, et en fait toutes les opérations de com traditionnelles sont adaptées à une certaine forme d'entreprise, à une certaine taille d'entreprise. Et en fait, quand tu te lances, il faut juste aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ce qu'on n'avait pas à l'époque, mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, en fait, juste tu fais un profil quelque part, ça te fait une page vitrine, et en fait tu commences à communiquer et à aller au contact des gens. Et c'est seulement bien après que tu peux aller chercher des opérations de com de plus grande envergure, une fois que tu as un business model stable et solide, quoi. Ouais, il faut faire des choses en fonction de ton budget. Moi, si tu regardes, j'ai toujours pas de site web. J'ai toujours pas de site web, je m'en porte pas plus mal. Faut penser ta com, et encore une fois, la communication, c'est quelque chose de global. Il y a plein de composantes, ça peut être de l'événementiel, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être un site web, ça peut être ton réseau, ça peut être plein de choses. Et il faut juste le faire en fonction de ton budget, en fonction de là où tu es à l'aise et en fonction de la stratégie et de l'image de marque que tu veux donner. Ouais, ça, des gens Moi, j'ai une image de marque qui est très sur le réseau, qui est très sur la recommandation. La plupart du temps, même pour trouver mon numéro, vaut mieux passer par le plus simple, c'est de passer par un client. Et je dis souvent, moi, je préfère bosser avec les gens que je connais parce que, c'est via la recommandation, ça se passe mieux et voilà. Ouais, moi, c'est pareil. Alors aujourd'hui, effectivement, à Coleman Plus on a des programmes d'accompagnement qui sont relativement accessibles, tout le monde peut les trouver, savoir ce que c'est, etc.
Moi, je fais un petit peu de consulting à côté. Personne ne sait ce que je fais, personne ne sait quand je prends des clients, personne ne sait quel tarif je facture. Et j'ai pas tellement besoin d'en parler, en fait, parce que c'est que de la recommandation. Et ce que j'ai réussi à amener avec Coleman Publishing à nos clients et à notre équipe est finalement le meilleur exemple de ce que je suis capable de faire. Et toi, aujourd'hui, tu as la même chose finalement sur l'événementiel, où vraiment tu fais de l'événementiel as a service, c'est que t'as pas besoin de site, t'as pas besoin de com, t'as besoin de rien du tout, puisque chaque client, t'as quelque chose à afficher, à montrer finalement, parce qu'il y a des personnes qui étaient là, souvent d'autres entrepreneurs, ils se disent, ah tiens, qui est-ce qui lui a réalisé l'événement? Ah tiens, il était vachement bien fait, est-ce que tu peux me passer son numéro? Et finalement, c'est comme ça que t'as fait jusqu'à maintenant, quoi. Oui, et puis bah déjà au jour d'aujourd'hui, rien qu'avec la mise en relation, il y a assez à faire, voire je suis déjà en galère sur les devis, etc. Donc premièrement, et puis deuxièmement, je préfère bosser de cette manière-là plutôt que d'être juste à la recherche de ben tiens, je m'amuse à faire du devis pour des personnes qui sont juste à la recherche d'un prix. Non, moi je préfère bosser avec des personnes qui ont déjà vu mon travail, qui savent de quoi je suis capable et avec qui je peux mettre une vraie relation de travail en place. Ouais, tu travailles avec des personnes qui sont déjà convaincues, qui ont décidé qu'ils le voulaient Sam, est-ce que Sam est capable de faire, et qui cherchent pas un prestat événementiel qui va aligner sur le prix, le délai, le machin, un truc comme ça. Okay. Non, le but c'est de travailler en confiance. Et je me rends compte souvent sur les OP qu'on met en place, le moins cher n'est pas forcément le plus rentable. Et moi, je préfère bosser avec des personnes qui cherchent une rentabilité plutôt qu'un prix pas cher pour au final une rentabilité complètement flinguée, quoi. Le fameux ROI invisible. C'est ça. C'est de savoir qu'il faut investir, savoir que ça va te coûter au début, mais savoir qu'à moyen terme, long terme, en fait, tu as un retour sur investissement qui n'est pas mesurable, qui est difficilement traquable, mais qui finalement est toujours là et a été observé par toutes les personnes qui font ce genre de choses, quoi. Oui, regarde, même toi le premier. Sur le premier événement qu'on a fait ensemble, tu étais en train de... ouais, on va essayer de mettre le moins possible, etc. Sur le deuxième événement, je t'ai dit, bon, maintenant tu me laisses faire, on va faire un peu plus. Et puis tu m'as dit, ouais, mais ça sert à rien, ça sert à rien. Non, mais même emmener un micro et tout, ça sert à rien. Finalement, toi, t'as parlé sans micro et tout le reste du week-end, on l'a fait avec un micro. Le fond, la première fois, j'ai insisté pour pouvoir mettre 2 lumières, histoire qu'il y ait un petit quelque chose. La fois suivante, on a un peu plus travaillé la scénographie et tout de suite, les photos, les retours sont différents. Et oui, t'as mis un peu plus, mais la rentabilité que t'as derrière l'événement, etc., ça n'a rien à voir. 100%. Et moi, l'événementiel, c'est un truc, ça me fout des bouffées d'angoisse, en fait. Ça me fout des attaques de panique. Je vois tout ce qui peut déconner, je vois tout ce qui déconne. Et toi, aujourd'hui, tu as l'habitude de le faire. C'est pour ça que tes clients, ils viennent te chercher. C'est en fait, ils te transfèrent toute leur charge mentale, tout leur stress. C'est toi qui gères, tu as l'habitude de faire ça. Mais moi, quand tu me dis juste, je dois organiser un repas pour 10 personnes, je suis déjà en train de me faire mal au cerveau. Et c'est aussi pour ça que j'aime pas l'événementiel. Parce qu'en fait, c'est pas le coût de l'événement qui me stresse le plus. J'ai l'impression de dépenser de l'argent pour être stressé. Et en fait, je déteste ça. Et c'est pour ça que je fais appel à toi aujourd'hui pour s'en occuper. Et encore, même en étant loin, ça me crispe. Les clients sont contents, l'équipe est contente. C'est pour ça qu'on continue à le faire. Mais moi, c'est un truc, ça me fout des attaques de panique. Ouais, alors que c'est hyper important. Mais c'est ça mon rôle et c'est là où je me positionne. C'est tu t'occupes pas des différents trucs. Je m'occupe des problèmes, profite de ton événement, profite de tes clients et je gère les couilles, quoi. Aujourd'hui, donc, t'as pas de site internet, t'as quasiment pas de présence social média pour communiquer. Si, j'ai un compte Facebook où de temps en temps, je mets une photo de ce que je fais et le 3/4 du temps, je mets une photo du chien ou du tracteur, quoi. Et pourtant, ça t'a jamais empêché de travailler avec des gros clients corporate? Non. Comment ça se fait? C'est le réseau, la recommandation, c'est de réussir à faire quelque chose de qualitatif. En fait, plutôt que d'investir énormément dans beaucoup de com, beaucoup de blabla, beaucoup de superficiel, je préfère me donner à fond dans la prestation, délivrer la prestation la plus qualitative possible. Et quand tu bosses, que tu fais quelque chose de quali, les gens voient la différence et demandent à la personne, bah, tiens, t'es passé par qui, ça s'est fait comment, etc. Donc je préfère investir un maximum là-dedans et dire aux clients, ben oui, écoute, j'ai un budget marketing, etc. qui est assez faible, par contre j'investis un max dans te satisfaire, qu'il y ait un maximum de retours. Et aujourd'hui, c'est surtout comme ça que ça tourne, quoi. Dans les dernières années, l'événementiel, c'était quand même pas facile. Ça t'a demandé parfois de faire certains pivots. Avec quel état d'esprit t'abordes finalement ton métier et les périodes des fois de transition obligatoires, parce qu'on t'annonce une crise, parce qu'on décide qu'on ferme tous les événements, parce que si, parce que ça. Il y a toujours des changements et finalement que tu peux pas maîtriser, en fait. C'est des événements externes sur lesquels t'as jamais aucune prise. En termes d'état d'esprit, comment est-ce qu'on aborde cette partie-là du métier? Bah, déjà, ce qu'il faut être clair, c'est que quand tu es entrepreneur, quand tu es chef d'entreprise, enfin, tout le monde veut être chef d'entreprise pour ne pas avoir de plafond d'un point de vue salaire. C'est tiens, moi je veux gagner plus, je veux machin. Mais si tu veux pas avoir de plafond, tu peux pas exiger un plancher. C'est un peu l'avantage du salariat, c'est que tout le monde râle parce que tu as un plafond au-dessus de la tête, mais tu as aussi ton plancher. Donc déjà, il faut se mettre au clair avec toi-même, c'est que oui, je monte ma boîte, je peux gagner beaucoup plus, mais je peux aussi gagner beaucoup moins.
Donc ça, c'est déjà un truc, il faut être clair avec toi-même quand tu te lances. Et après, il faut avoir ce truc de... j'en parlais à un moment donné avec mon premier comptable qui était, si tu es là pendant X années, à un moment donné, ça continue de marcher. Il faut juste persévérer, continuer. Et à un moment donné, les gens se disent, tiens, ça fait quand même quelques années qu'il est dans la place, que des personnes ils font confiance. Ils t'ont peut-être pas fait confiance dans les débuts, mais ils voient que ça marche, que ça continue, et ils vont à ce moment-là faire appel à toi. Donc c'est continuer, c'est persévérer, c'est se dire, ben ouais, il y aura des périodes plus hautes, des périodes plus basses. Quand ça marche mieux, faut pas forcément tout cramer. Faut aussi penser à investir. Moi, je gère la boîte de manière très diesel, comme on disait au début, où je vais un peu moins vite. Et par exemple, je finance au maximum avec les fonds propres d'entreprise, ce qui fait que les périodes où c'est plus compliqué, tu te retrouves pas avec des crédits, plus savoir faire comment faire pour les payer, etc. Donc c'est vraiment construire quelque chose, ouais, en bon père de famille, j'ai envie de dire, dans la gestion. Et des fois, quitte à aller un peu plus doucement, mais avoir les reins plus solides. C'est intéressant comme philosophie. J'ai un peu la même, de dire je suis ok d'aller un peu moins vite que certains, mais en fait avec une trésorerie un peu plus stable, avec plus de fonds propres. Et finalement, c'est un peu cette gestion en bon père de famille qu'on appelle comme ça, de dire ok, je vais pas être en hyper croissance, je serai pas la start-up de l'année, mais finalement, je serai là plus longtemps en fait, et je peux survivre aux vagues, je peux survivre aux aléas, je peux survivre si le marché il change, il évolue en fait. Non seulement je vais être en capacité d'être meilleur, mais surtout je suis moins en danger que les autres en fait. Ouais, moi je vois des boîtes quand j'ai commencé, des personnes qui étaient vachement plus dans la place que moi. Moi j'étais le petit nouveau qui suis venu avec 3 fois rien, 3 bouts de ficelle. Aujourd'hui, quelques années plus tard, quand tu regardes ce que j'ai aussi bien d'un point de vue référence que d'un point de vue matériel, j'ai vachement plus. Et ce qui peut faire la différence, c'est quoi? J'ai peut-être un peu moins flambé sur certains trucs à un moment donné. J'ai plus réinvesti dans la boîte et au jour d'aujourd'hui, je suis vachement plus serein sur certaines périodes pour attaquer certains types de projets. Ok. Depuis toujours, tu as toujours évolué dans le monde tech, startup, communication, marketing, événementiel. Et pourtant, en réel, t'as pas le style de vie qui va avec au quotidien. Non. Aujourd'hui, on est en train de tourner chez toi. Derrière, dans le jardin, il y a les poules, il y a les poissons, il y a la permaculture. Donc en fait, comment on concilie le fait d'être avec des gros clients sur de l'événementiel, sur des trucs très tendance, où ça bouge beaucoup vite, etc., et le fait de rentrer chez soi à la campagne avec ses poules et ses poissons? Mais en fait, moi, j'en ai besoin, sinon je pète un câble. C'est quand tu es obligé d'être hyper social, parce que quand tu es sur ton espace, si tu fais pas qu'il y ait une certaine ambiance, qu'il y ait une certaine bonne humeur, ça n'attire pas les personnes. Donc tu es obligé d'être hyper social, dans une certaine dynamisme, etc. Alors du coup, quand tu rentres, franchement, ça fait juste du bien tu es tout seul, tu es dans ton jardin, tu vois personne, tu fais le vide, voire même ça t'aide à prendre du recul. Il y en a certains, ils vont faire du yoga, je sais pas quoi. Moi, je sais que ça m'aide à reprendre de la hauteur, à imaginer des prochaines stratégies, à repenser la suite, etc. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça montre aussi un exemple, c'est qu'on n'est pas obligé d'être à Paris pour avoir des business avec des clients à Paris, par exemple, tu vois. T'as des clients, toi, aujourd'hui, dans toute la France, et pourtant, t'es dans ta campagne alsacienne avec tes poules et tes poissons, et je trouve que c'est hyper encourageant, parce qu'en fait, là, les nouvelles façons de travailler, les nouveaux usages font que le type de boîte que tu veux créer n'est pas une condition liée au style de vie que tu veux avoir au quotidien. Alors bien sûr, tu veux monter la dernière start-up à Paris, tu es peut-être un peu obligé, tu vois, d'être dans certains incubateurs. Mais dans toutes les boîtes de service, en fait, tu peux monter la boîte de tes rêves en ayant la vie de tes rêves à côté. Et ça, je trouve ça hyper encourageant, en fait. Et moi, ce que j'ai toujours aimé aussi, c'est ce côté penser un peu en dehors du cadre. Ça t'aide à penser d'une manière différente que les autres, à te différencier, à venir avec des produits, des offres différentes. Et pour ça, justement, de ressortir un peu de tout ça, d'aller fréquenter d'autres personnes, etc., ça fait énormément de bien. Il y avait un événement que j'avais organisé pendant quelques années, pendant un peu plus de 5 ans à Strasbourg, qui s'appelle encore, qui existe encore, les apéros entrepreneurs. Et pourquoi j'avais voulu organiser ça? Ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que c'est des personnes qui normalement ne devraient pas se rencontrer, qui se rencontrent. Et quand tu regardes, en fait, tout le monde est hyper sectaire. T'as les geeks qui sont entre eux, t'as les créas qui sont entre eux, t'as les industriels qui sont entre eux, t'as les agriculteurs qui sont entre eux. Et en fait, juste à un moment donné, de dire aux personnes, venez, on se mélange tous. Et on fait des rencontres qui n'auraient peut-être pas forcément dû avoir lieu. Ça permet de résoudre des problèmes, de penser différemment certaines offres, etc. Et je trouve ça hyper intéressant, quoi. Et du coup, de pas forcément t'enfermer dans ton domaine, mais de t'ouvrir à d'autres métiers, d'autres styles de vie, etc. Je trouve ça hyper important, hyper
Ouais, c'est plus qu'important, c'est même vital pour ta boîte parce que Mmh. tu peux pas rester enfermé dans ton truc, quoi. Tes clients ne sont pas forcément comme toi. Ils vont pas forcément consommer la même chose, et cetera, et la plupart du temps, tu as même plus à apporter à quelqu'un de différent. Donc tu as tout intérêt à mieux comprendre comment il vit et à t'ouvrir. Mmh. Un coup, t'es à Paris avec une star nationale en train d'organiser un carnaval événementiel pour lui, vous le suivez sur des tournées. Mmh. La fois d'après, t'es avec les bûcherons dans la forêt en Allemagne en train de couper du bois et de Ouais. manger du Munster. Mmh. Qu'est-ce que ça t'apporte finalement dans ton travail, plus que la compréhension de l'humain, de fréquenter autant de gens différents? Est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties déjà, où tu te dis, OK, si j'avais pas ce style de vie, où vraiment je vois tout, je travaille avec tout type d'entreprises, d'entrepreneurs, etc., peut-être qu'il me manquerait quelque chose, mais du coup, vu que je bouge beaucoup, je l'ai. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais nous partager, que tu as retiré de tout ça? Je pense que ça t'aide sur ce côté problème-solution. Parce que Mhm. des personnes dans un métier, dans un cœur de métier, dans un domaine, vont vraiment être focus sur un problème et vont pas avoir l'habitude de le régler, alors que d'autres personnes le règlent tous les jours. Et vu que tu es avec eux, ben, ça t'aide. Et vu que tu fais un peu un mix des deux, ben, tu règles plus facilement les problèmes, tu es beaucoup plus facilement en mode problème-solution. Ok. C'est ne serait-ce que si tu es par exemple beaucoup avec un milieu un peu plus événementiel ou quoi, des fois tu peux être un peu moins en mode bricolage, alors que si de l'autre côté tu as l'habitude d'être avec des personnes qui bricolent, tu vas plus facilement résoudre certains trucs. Mhm. Ouais, s'il y a un truc qui est C'est pété sur un événement, tu sais le réparer en 3 secondes parce que le reste du temps, tu es en train de bricoler avec des gens dont c'est le ouais, métier ou des choses comme ça. ou un exemple, je sais pas si c'est le meilleur, mais ça peut un peu illustrer le truc. J'ai un client où justement ce qui est intéressant, c'est que je l'accompagne à l'année sur sa stratégie événementielle. Et eux, dans leur stratégie RSE, ben ça c'est pareil, la stratégie RSE, si tu viens juste sur un événement, à chaque fois que tu fais des one-shots, tu fais plus ou moins la même chose, tous les événements se ressemblent, tu pas forcément de valeur. Alors, quand tu es à l'année avec eux, tu comprends ce qui se passe un peu partout, tu t'imprègnes de l'ADN de marque, de la stratégie de com globale, et tu peux vachement mieux le refléter sur l'événement, et l'événement s'intègre dans toute cette strate de com globale. Eux, dans leur stratégie RSE, ils ont investi dans des ruches pour la biodiversité, etc. Et ce qu'ils faisaient, c'est donc ils ont leur miel, qui est brandé de leur marque, qu'ils mettent dans les tote bags à la fin des événements. Et ce que j'aurais dit, ouais, je trouve que c'est un peu flingué quand même comme truc, parce que ben, concrètement, ce pot de miel, tu lui amènes limite autant de valeur que le pot de miel que tu as embarqué le matin à l'hôtel, parce que quand tu rentres chez toi, tu n'as pas de miel. Donc Mhm. concrètement, valeur perçue, zéro. Et du coup, ce que j'aurais suggéré, c'est tiens, sur les événements à venir, on va prendre ces pots de miel, on va les mettre dans une ruche. Donc on va fabriquer une ruche, on va mettre ces pots à l'intérieur, on va prendre un chevalet sur lequel on va expliquer votre démarche RSE, on va mettre une photo des ruches, etc. Et les personnes ne recevront plus un pot de miel malgré elles dans un tote bag au milieu de flyer, mais auront compris la démarche RSE, auront Mhm. compris d'où vient le miel et auront fait juste cette gestuelle de je soulève le couvercle de la ruche, je mets ma main dedans pour prendre du miel. Tu sais, il y a Mhm. toute la symbolique qui est derrière. Donc, tu as la valeur perçue qui est améliorée, tu t'intègres vachement mieux à toute la strate globale de la boîte. Et par exemple, pour régler ce problème, bah, tu sais, enfin, eux s'étaient pas forcément penchés sur la question. Moi, bah, ouais, on fait une ruche, quoi. Mhm. Tu sais, on va la bricoler, on prend 3 bouts de bois, 4 vis, et puis on la fabrique, cette ruche, quoi. Et du coup, tu vois, pour ce truc-là, le fait d'être un peu plus bricoleur, des fois, bah, tu te dis, hop, bah ouais, c'est pas un problème, on va fabriquer la ruche et on Mhm. avance, quoi. Intéressant. Est-ce que tu aurais quelques conseils à nous donner imaginons, je veux monter un événement, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les points sur lesquels je dois me concentrer, quelles sont les erreurs à ne pas faire, est-ce que tu pourrais nous partager un peu des choses comme ça? Ben, ce qui est intéressant déjà, c'est d'essayer de faire un événement pas forcément comme tout le monde Mm. et de voir en quoi ton événement est rentable. Et des fois, c'est justement ce sur quoi je travaille beaucoup avec les clients et c'est pour ça que des différentes boîtes que j'ai pu avoir, je fais aujourd'hui énormément de photobooths parce que ce qui est important, c'est d'immortaliser l'événement, de Mm. faire que les personnes en gardent un souvenir, en gardent quelque chose. Et souvent, je travaille notamment avec une marque d'alcool qui a enfin, une entreprise d'alcool qui a différentes marques. Et ce qu'on disait, c'est ben tiens, c'est peut-être plus pertinent, plutôt que de leur offrir à tous une coupe de champagne sur l'événement, de leur offrir une photo brandée de la marque, parce que la coupe, ils vont la boire, surtout de l'alcool, ils vont l'oublier très vite, alors que la photo brandée de la marque, avec un bon souvenir, etc., on va la garder, elle va tenir 4-5 ans sur le frigo. La force de frappe de la marque, tout le travail de branding, etc., sera beaucoup plus puissant. Donc c'est penser à ce genre de détails. Tiens, comment on leur fait vivre une expérience? Comment on fait pour que cette expérience reste le plus longtemps possible gravée dans la tête des personnes? C'est ce qu'on a fait notamment sur le week-end avec les pots qu'on a cassés, de vraiment faire vivre quelque chose où tu t'en souviens, où tu vas en reparler après l'événement, où on va leur donner des outils
pour devenir ambassadeur de l'événement, ambassadeur de la marque. Et c'est des petits détails. Encore une fois, sur ce client dont je parlais avant avec le miel, on a organisé en avril un événement qui parlait de green, de comment être plus green dans ce métier, enfin dans leur métier. Et du coup, le challenge de l'événement, c'était 0 plastique, 0 déchet. Et du coup, moi, ce qui me plaisait là-dedans, c'est, tiens, comment est-ce qu'on va jouer avec les 5 sens pour que, notamment dans le toucher, dans la vue, etc., à aucun moment donné, tu sois en relation avec du plastique. Pour que tu sois que en relation avec des matériaux nobles, avec du bois, que tu ne touches que, par exemple, les tours de cou, c'était du coton, avec du papier qui était compostable, qui avait des graines de tomates à l'intérieur. Et c'est des trucs tout bêtes, mais déjà de penser aux 5 sens sur l'événement, à l'odeur. Par exemple, quand on fait des animations pour Noël, un des trucs qui me plaît, c'est j'ai toujours mon petit flacon d'huile essentielle de pin, et je fous un peu mon huile essentielle de pin partout. Pourquoi ? Parce que tu vas vivre autre chose, tu vas un peu travailler, tiens, comment on va faire appel aux 5 sens, comment on va leur proposer une expérience qui est totalement différente. Et ça peut paraître con, mais juste, tu es dans cette ambiance au Noël et tu as l'odeur en plus, ça fait un petit quelque chose en plus, tu as d'autant plus passé un bon moment. Donc, toujours penser finalement ton événement pour voir comment il peut être réexploité en termes de vidéos, de photos, de diffusion social media. Donc, avoir finalement une stratégie 360 et pas se dire juste c'est un événement, mais c'est un événement qui va s'inscrire dans une strate de com avec mes clients à long terme, etc. À côté de ça, bosser avec les 5 sens et pas se contenter du toucher ou de la vue comme on a tendance de faire. Est-ce que tu vois d'autres choses ? C'est aussi, et c'est vraiment ce que je disais avant, s'intégrer dans l'ADN de marque, dans la strate de com globale, pas faire un copier-coller de l'événement que tu vas voir partout. C'est vraiment, quand je commence à bosser avec un client, si je passe pas 2-3 jours avec eux au bureau, juste voir comment ça se passe, qui sont leurs clients, quelle est la proposition de valeur, qu'est-ce qui fait leur ADN, c'est compliqué d'organiser un événement. Aujourd'hui, c'est ça, et on le voit, c'est ce que je disais à l'époque quand j'avais commencé en 2010-2011, et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Souvent, les choses, c'est, tiens, on a le community management, on a le site web, on a les flyers, on a l'événement. En plus, des fois, les logos sont même pas les mêmes partout. Alors qu'en fait, il faut juste réussir à tout synchroniser, à comprendre que c'est un ensemble où tout est interconnecté. Pourquoi dans l'événement, on va pas communiquer en même temps sur ça qui se passe sur le site web? Pourquoi sur le site web, on va pas communiquer sur cette opération qu'on a en ce moment donné dans le magasin, si on a un magasin? Et en fait, c'est de réussir à tout synchroniser, de garder une cohérence et de vraiment de penser global plutôt que de penser juste one by one, quoi. Tu penses que c'est parce que les équipes en interne ne se parlent pas assez, ou est-ce que c'est parce que les entreprises elles ont tout externalisé à chaque fois avec des prestats différents en fonction des prix, donc du coup personne ne se rencontre jamais? C'est quoi le problème vis-à-vis de ça? C'est tout ça. Concrètement, c'est tout ça. Les personnes dialoguent pas, chacun fait son truc de son côté, chacun veut faire son machin, les gens dialoguent pas, les gens sont plus focus parce qu'ils veulent absolument faire ça plutôt que de vouloir s'intégrer dans la strate globale. Et c'est plus simple. Concrètement, tu prends un machin, tu le fais, tu mets à boire, à manger, et puis les gens sont contents. Alors qu'au final, c'est plus compliqué de s'intégrer dans le tout, parce qu'il faut s'intéresser au tout, il faut s'intéresser à l'ensemble, etc. Non, moi je le vois, nous c'était une vraie question, parce qu'en fait les gens qui s'occupent du produit et du coaching, ils discutent avec la team vente, ils discutent avec la team marketing, ils discutent avec la team admin. Quand l'événement il est organisé, on essaye de réfléchir, ok, quels clients seront là, quels gens de l'extérieur seront là, qu'est-ce qu'on peut leur faire vivre en plus du programme qui suit avec nous déjà toute l'année, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Et ça, c'est des questions qui sont pas évidentes. En fait, ce serait beaucoup plus simple de dire, c'est bon, on fait un événement, on met 3 speakers, Et on leur met des petits pains, et voilà. Et les personnes n'ont souvent pas les mêmes langages. Ils plus, ne pensent pas aux mêmes choses. Tu regardes rien que, on dit souvent, le commercial, le marketing, ça peut être la même chose. C'est les personnes qui disent, mais non, mais en fait, les personnes ne pensent pas du tout à la même chose. La personne de la com va penser au branding, alors que pour le commercial, le branding, il en est à des années-lumière. Alors que sans branding, faire du commercial, c'est compliqué. Mais le problème du branding, c'est que c'est très compliqué à mesurer sur des KPI. C'est très compliqué à percevoir. Et du coup, l'image de marque se mesure pas, quoi. Non, tu peux pas le mesurer alors que c'est hyper important. Si les personnes n'ont jamais vu ton logo, c'est plus compliqué de leur vendre un truc que s'ils ont déjà entendu parler de toi, ils t'ont déjà vu, etc. Donc c'est souvent aussi ça le problème, c'est que les personnes ont du mal à se comprendre. Donc elles ont du mal à parler entre elles. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait qu'elles aussi, elles voient plus de gens, qu'elles sortent un peu de leur truc, qu'elles aillent tester d'autres métiers. Est-ce qu'il faudrait foutre les commerciaux en stage au marketing, les marketeurs en stage à l'événementiel? Une chose, c'est ce que j'aime bien moi dans mon parcours, c'est d'aller voir un peu tout partout. Et tu le vois des fois, c'est le truc qui m'énerve des fois quand tu demandes juste un logo à des personnes et elles t'envoient le logo qui est dans leur signature email. Tu vois, c'est des trucs où en fait, je pense que les personnes devraient des fois être moins enfermées dans leur métier, mais plus ouverts à plein de choses
pour justement savoir ce que c'est une image vectorisée, savoir la différence entre un PNG et un JPEG. C'est des trucs tout bêtes, mais d'avoir des fois certaines notions d'autres métiers et pas juste rester renfermé dans son truc. Ouais, mais moi je fais ça et tant pis, démerdez-vous, parce que c'est un ensemble. Tu vois, si la personne qui te fait venir du monde dans ta boutique, elle est très bonne, mais que derrière le vendeur il est nul. Ben, ça marche pas. C'est pour ça Mmh. que tout le monde, au final, est dans le même bateau. Et les gens, en fait, tu te rends compte qu'ils n'aiment pas être flexibles. Mmh. Tu te rends compte que chacun aime bien être dans sa case. Ouais, moi, je suis le mec qui fait ça. Ouais, moi, je suis la nana qui fait ça. Et du coup, alors que non, à un moment donné, il va aussi peut-être falloir que tu comprennes ce qu'il fait, voir lui filer un coup de main, échanger. Et puis, c'est souvent ça aussi la difficulté, quoi. C'est que les Mmh. personnes se comprennent juste pas. D'où l'importance, encore une fois, ben, de sortir de sa secte, j'ai envie de dire, et d'aller voir d'autres personnes qui font d'autres métiers, qui ont d'autres problématiques, d'autres manières de penser, etc. Ouais. Donc toi, finalement, t'es pas tellement pour l'hyper-spécialisation, mais plus pour une compréhension plus globale de l'écosystème et de voir comment ça peut s'apporter des choses mutuellement, quoi. Bah, c'est bien d'être hyper spécialisé, mais il faut être ouvert et comprendre aussi Ouais. pourquoi l'autre raisonne comme ça, pourquoi lui il va vouloir faire ça, alors qu'en fait, tu vois, tu le vois des fois sur les événements, tu as les commerciaux qui viennent, bon, du coup, on a chopé combien d'emails, c'est quoi la data qu'on a chopé, c'est quoi le nombre de ventes qu'on a fait derrière, alors qu'en fait, des fois, c'était peut-être juste pas le sujet. Le sujet, c'était peut-être juste que les personnes rencontrent la marque, puissent échanger avec des représentants, des ambassadeurs de la marque, Mmh. puisse améliorer un peu tout ça et en fait, ça améliorera la conversion d'une autre campagne qu'on fera à un autre moment. C'est juste qu'en fait, des fois, les personnes comprennent juste pas et parce qu'ils ont pas cette sensibilité, parce qu'ils sont ouais, c'est à des années-lumière de leur logiciel. Mmh, OK. Ils vont être bloqués dans un logiciel et voilà. À partir de quelle taille de boîte, de chiffre d'affaires, de nombre de clients, ça devient intéressant de faire de l'événementiel? Ben, à partir de zéro. Mmh. Faut tout le temps en faire, et tu peux en faire, tu pas obligé de faire des trucs très, très compliqués, hein. Tu peux très bien faire, regarde, là, j'ai un jus d'orange, tu as un café, on a 3 donuts. Ça peut déjà être de l'événementiel. Tu fais Ouais. venir ça peut être quelques clients, quelques prospects, tu fais un petit quelque chose qui présente ton produit ou juste passer un bon moment. Mmh. C'est déjà ça de l'événementiel. Ouais, créer de la relation, en fait, C'est finalement, de avec son l'humain. écosystème. C'est de l'humain, c'est créer des vraies relations et moi je suis persuadé que l'humain, ça reste, c'est hyper important dans l'entreprise parce qu'on est, ouais, on n'est pas des machines, on reste tous des humains, ça crée des liens, et surtout pour la personne qui lance sa boîte, tu peux le démarrer avec rien. Regarde dans des trucs où moi j'avais démarré, enfin, là où j'avais vraiment commencé à bosser mon réseau, c'était notamment quand j'ai commencé à faire ces fameux apéros entrepreneurs Mmh. sur Strasbourg. On T'étais était là hu sur la première fois, on était 8 sur le premier, 8-10. on était 8, on avait 4 bières, Et c'était très bien. vous avez fini quand toi, les derniers que tu as fait, vous avez fini à On 400, hein? Ouais, on dépassait les 500 sur les plus gros. Donc, Donc de 8 à 500 en combien de temps? en 2-3 ans. C'est pas mal, hein. Mais tu vois, faut juste commencer par quelque chose. C'est Mmh. comme ton site web, c'est comme sur les réseaux sociaux, c'est comme ton flyer. Tu commences par quelque chose. Et surtout toi, t'es le champion pour ça. Tu fais un truc, il est pas parfait, mais tu C'est auras des fait. retours. Ouais, c'est fait. Tu as fait quelque chose. Et plutôt que. Tu as deux boîtes, tu en as un qui fait et qui progresse avec ses clients, qui progresse en faisant, et tu en as un deuxième qui attend d'avoir le truc parfait, quand il va sortir la com parfaite ou l'événement parfait, déjà son truc sera déconnecté de ce que veulent les personnes aujourd'hui parce qu'il l'aura pensé beaucoup trop avant. Mmh. L'autre personne, l'autre boîte qui juste fait aura déjà pris des parts de marché, aura déjà créé une autre relation avec les personnes. Donc non, ça sert à Mmh. rien d'attendre. Faut juste faire des trucs. De toute façon, tu fais rien de parfait. Et tu le vois surtout dans l'événementiel, hein. Tu vas te concentrer sur les 20% qui vont faire 80% de la valeur. Et il y a toujours 80% du travail que tu aurais voulu faire que tu n'as pas fait. Mais c'est pas grave, c'était que 20% de la valeur Mmh. perçue. Mais ça, c'est un truc qu'on répète tout le temps à nos clients, c'est arrêtez de chercher la perfection dans votre tête. De toute façon, vos suppositions, et vos hypothèses, elles seront fausses. Confrontez-vous au terrain le plus vite possible, de manière imparfaite, de manière à l'arrache, etc. On n'en a rien à foutre. Les datas que vous allez récupérer vont faire que vous allez avancer 20 fois plus vite que tout le monde, en fait. Ouais. Et tu sais, encore une fois, juste là, ça coûte rien, c'est quelques dizaines d'euros de faire Mmh. un café ou un petit déjeuner ou un after work avec des clients, des prospects. Peut-être que justement un client va emmener des amis, que ces personnes-là, en te voyant, etc., vont plus facilement être convertis et demain vont devenir des clients. Et ça va pas Mmh. coûter cher et c'est à la portée de n'importe quelle boîte. T'es pas obligé de faire un truc très, très, très compliqué. Mmh. T'as senti une différence de besoin d'événementiel, de besoin de se réunir, de besoin de se rencontrer entre avant et après les confinements? Après le confinement, ouais, c'était hyper important pour les personnes parce que chacun était un peu enfermé dans son Mmh. salon à faire des apéros sur Zoom.
Donc les gens étaient nouveau contents de se rencontrer, L'enfer, ce truc. de se voir en vrai, etc. Après, de toute façon, on reste des humains. Je veux dire, ça fait partie, quand tu regardes la pyramide de Maslow, ça reste la base. Et ça, c'est un truc, rien que de comprendre pareil, c'est des concepts de base, mais cette pyramide de Maslow, ne serait-ce que sur un événement, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et dans toute la strate de com globale, c'est hyper important à comprendre. Moi, je le vois sur certains trucs, il y a juste de penser ton programme, etc., en fonction de ça, parce que la personne, quand elle va lire l'événement, au début, ça va être les besoins primaires, à la fin, la soif. Donc il faut répondre à ça, et une fois qu'elle a plus faim, plus soif, elle va être ouverte à d'autres choses. Et c'est... ouais. Et c'est vrai que je l'ai déjà vu ça sur des événements. Le premier truc, premier réflexe, toujours qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit. Ah, il n'y a rien, je me casse. Ouais, mais c'est ça. J'ai faim. C'est souvent repenser à des petits trucs tout bêtes comme ça. Et finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé avant après? Non, on reste des humains, on reste des personnes qui ont besoin d'avoir des relations sociales, qui ont besoin de boire, qui ont besoin de manger, on reste plus ou moins pareil. Après, il y a des choses qui ont pu changer, mais c'est plus des choses techniques qu'on voit nous, où il y a beaucoup plus de dernières minutes, où il y a des choses comme ça qui ont changé, mais le gros, non, on reste des humains, on n'a pas muté pendant le Covid. Donc toi, tu pars du principe aussi que l'IA va pas tout transformer, qu'elle va juste rendre les choses plus simples, mais qu'il y aura toujours les mêmes besoins humains, de choses faites par des humains, d'humains qui se connectent, etc. Et qu'on finira pas tous comme des robots cybernétiques branchés dans notre salon. Je pense pas que notre génération, ni la génération suivante, réussira à être heureux et épanoui derrière son ordi toute la journée à parler à ChatGPT. Concrètement, c'est pas ouf. Non, mais par contre, ça va être un super outil. C'est des super outils. Encore une fois, autant bosser là, on va ramener de la valeur. Et les choses qui seraient répétitives, etc., autant les confier à une IA, etc. Moi, tu vois, c'est le truc que je vois sur le produit Photobooth, où un photographe a énormément de valeur, parce qu'il va prendre des clichés, il va réussir à capter des moments, etc., que tu n'arriveras pas à voir avec un photobooth. Par contre, le truc on va faire 15 photos, on fait les cons, etc., on a des souvenirs. Concrètement, moi, j'aimerais pas être la personne qui est toute la soirée derrière son appareil photo à shooter, à faire, je sais pas, le plus gros qu'on a fait sur des gros événements, c'est 10 000 impressions sur un week-end. Je pense qu'à la fin, tu te tires une balle. Et même les gens sont plus à l'aise face à un robot que face à quelqu'un qui est toute la soirée en train de les shooter. Donc non, moi, je pense que les IA, les robots, etc., c'est très bien, et qu'on continuera à ramener de la valeur, ne serait-ce que quand on voit ce qui se fait dans la cuisine, etc., d'un point de vue robot, je pense que c'est plus épanouissant pour un humain de penser à un nouveau plat, à un nouveau cocktail, que de faire tous les soirs exactement le même plat. Tu t'épanouis beaucoup plus en faisant des choses comme ça, quoi. Complètement d'accord. Donc non, il faut pas être... je pense qu'il faut pas être inquiet pour ces choses-là, au contraire, faut les utiliser, quoi. Si tu recommençais tout du début, là, tout ton parcours entrepreneurial, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, tout ce que tu as vécu, etc., donc tu recommences de zéro, mais tu as toujours les informations que tu as maintenant. Qu'est-ce que tu ferais autrement? Je sais pas s'il faut faire autrement, en fait. Parce que c'est les conneries que j'ai pu faire qui te font apprendre. En fait, on a encore ce problème en France de l'échec, des erreurs que tu as pu faire, mais en fait, c'est comme ça que tu apprends. Et je pense, moi, ça m'angoisse plus le parcours parfait où tu n'as jamais fait d'erreur, parce que l'erreur que tu vas faire, elle sera d'autant plus grosse, elle va te coûter d'autant plus cher, elle sera d'autant plus compliquée à gérer. Donc, non, je sais pas si je referais les choses différemment. Je pense que quand tu fais les choses à un moment donné, il y a des fois, oui, tu étais peut-être moins sérieux sur la boîte, tu étais un peu plus en train d'accorder de temps et d'importance à ta vie sociale, mais c'est parce qu'à ce moment-là, tu en avais besoin. Et que si tu avais trop été sur ta boîte, tu aurais pété un câble à un moment donné parce que tu n'avais pas assez accès sur ta vie sociale, par exemple. Donc non, je sais pas si je changerais beaucoup de trucs. Oui, il y a toujours des choses des trucs que tu peux faire de mieux, les améliorer, etc. Mais ouais, non, ça sert à rien de regretter. Tu fais, t'avances, tu progresses, tu fais tes conneries. Je pense qu'il faut qu'on fasse tout le monde fait ses erreurs, tout le monde fait ses conneries et tout le monde progresse, quoi. Écoute, c'est une bonne philosophie. Sam, si les gens qui nous ont regardés veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce qu'ils te retrouvent, où est-ce qu'ils te contactent? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut te poser la question à toi. On envoie un message à la team Coleman Publishing. Nous, on fait la mise en relation. Ouais, je fais souvent comme ça parce que je vais pas leur dire de me contacter je ne sais où et puis je vais pas répondre aux messages. Tu connais mon souci pour répondre aux messages. J'ai horreur de ça. T'es pas vif là-dessus. C'est plus par téléphone, etc. Mais ouais, non, prenez contact avec Jérémy. Venez aux événements Coleman Publishing aussi. Ce sera l'occasion de prendre un verre ensemble, de se voir dans la vraie vie. Et c'est aussi souvent ça qui est important, quoi. C'est de se voir
voir dans la vraie vie en tant qu'humain, et c'est là qu'on voit s'il y a des choses à faire ensemble ou pas. Il y a des fois des personnes que tu rencontres comme ça, tu sais pas ce que tu vas faire ensemble parce que tu as des métiers qui n'ont rien à voir, mais il y a un bon feeling et tu te dis, je sais pas, on va garder contact et on trouvera bien un truc à faire ensemble à un moment donné. Et les choses se font juste parce qu'elles doivent se faire et parce qu'il y a un bon feeling entre personnes, quoi. Ok, très bien. Bon, écoutez, si vous voulez contacter Sam, vous nous envoyez un message et nous on fera la mise en relation. Sam, merci pour ton temps. À bientôt. À bientôt.